Ça y est, c'est officiel. L'été est là, les beaux jours sont là. Je suis avec Nicolas Delio. On vient d'enregistrer une discussion sur les lignes de flottaison. Donc vous allez découvrir cela dans un court instant. Et bonjour, Moutassem avec vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Delio, que j'ai rencontré lors d'une pièce de théâtre à Nice. Et j'ai voulu inviter Nicolas à participer à ce podcast pour qu'il puisse nous parler des lignes de flottaison, qui est un concept que j'ai trouvé assez fascinant, assez intéressant. Et lorsque la pièce commence, la première chose que l'on entend, c'est « Vous n'êtes pas ici, pas avec moi, pas dans cette pièce ». Qu'est-ce qu'il y a derrière ce message? En fait, cette phrase, alors je l'ai réécrite, c'était pas exactement ça que j'ai entendu, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai réécrit dans ma tête. C'est une des premières phrases que m'a dit mon psy, que je suis allé voir après avoir fait une attaque de panique qui a duré 4 heures. Dans ces cas-là, on se pose pas mal de questions et la question d'agir, en fait, elle se pose pas, il faut aller voir quelqu'un. En tout cas se faire aider. Et quand il m'a vu, enfin au bout de 10 minutes où il m'a vu sûrement m'agiter tout seul, il m'a dit cette phrase: vous n'êtes pas ici, pas avec moi, pas dans cette pièce. Et c'était pour me dire que j'étais pas présent au monde, en fait, j'étais pas avec lui. Oui. Et est-ce qu'à cette époque-là, à ce moment-là, tu étais conscient de ne pas être présent avec lui ou présent en général? J'étais dans une espèce de quête effrénée, j'avais 4 activités professionnelles en même temps, je faisais plein de choses, et cette crise est venue pendant qu'il y a eu un petit moment de stress en plus. Mais donc pour reprendre une métaphore de la ligne de flottaison, j'ai été là, et l'événement m'a mis là, et donc j'ai été incapable de revenir à terre. D'accord, donc c'était pas un événement particulier, c'était vraiment une succession d'événements et surtout un mode de vie qui a fait que tu es arrivé à saturation. Et comment ça s'est manifesté? En fait, tout allait bien, hein, sauf que j'avais un boulot à 35 heures et un boulot de consultant à côté, j'étais prof aussi, gérais un cadre de répétition, je faisais des podcasts et j'allais faire un spectacle. Et ça a été le verre d'eau qui fait déborder la piscine. Comme on dit, tu t'es tellement étiré dans tous les sens que ça a fini par casser. Mais pour moi, tout allait bien, hein. J'étais juste, comme on dit, à fond. Oui. Ce qui devait être fatigant pour mon entourage, mais moi j'étais tout le temps à fond. Mais je ne pensais pas que... D'accord, et la démarche de consulter, c'est arrivé? Parce qu'en fait, une crise, normalement une attaque de panique ça dure 5-10 minutes, un quart d'heure, et puis on s'en remet, mais on craint, ça arrive. Là, quand ça dure 4 heures, ça veut dire qu'on est absolument incapable de revenir à soi, justement. D'accord. De se raisonner. Oui. Est-ce que tu as été surpris par l'ampleur de cette crise? Ah oui, et puis en 4 heures, on a le temps de se rendre compte. Hein. 4 heures, c'est la durée du bac philo. De l'épreuve du bac philo, 4 heures. Le bac qui a eu lieu d'ailleurs il y a 2-3 jours. Ouais. D'accord. Et surtout que certainement, quand on est beaucoup dans l'action, comme tu disais, plusieurs activités, on est dans le contrôle, on a l'impression qu'on gère. Oui. Et c'est pas aucun signe avant-garde. Hein. Tu as été surpris. C'est exactement ça, tu as raison de le dire, on est dans le contrôle, donc l'inverse du lâcher prise. Sauf que quand ça casse, on n'a plus aucun moyen de contrôler ce qui nous arrive à ce moment-là. On ne sait pas ce qui se passe. D'accord. Donc cette crise qui dure 4 heures, qui chamboule quand même, qui est très surprenante pour toi, tu vas consulter, il met le doigt sur le fait que tu n'es pas là, tu es certainement dans la tête, dans l'action, tu es tout seul avec lui. Qu'est-ce que ça a enclenché? En fait, alors, déjà, je suis allé le voir parce que je l'avais déjà consulté pour des soucis de claustrophobie, de peur de l'avion, des petits ascenseurs, ce genre de choses. Et en quelques séances, il avait su dénouer la peur qu'il y avait, il fallait mettre le doigt dessus. Donc pour ça, j'avais confiance en lui, en fait. Mais je ne m'attendais pas à cette bascule existentielle de cette phrase « ne pas ici, pas avec toi pour cette pièce », qui était une suite logique de la crise que j'avais. D'accord. Qu'est-ce qui t'a recommandé de mettre en place? Qu'est-ce que tu as mis en place suite à cette rencontre? Eh ben, même s'il n'était pas un libraire, il m'a conseillé beaucoup de livres, dont John Kabat-Zinn, Christophe André, qui pour moi maintenant sont des classiques. Hein, oui. Tout ce qui est méditation de pleine conscience. Oui, et il m'a conseillé de faire la méditation et de la respiration aussi. J'ai découvert une application qui permettait de suivre une bille qui monte et qui descend et qui permettait notamment d'influencer le système nerveux parasympathique.
Donc de faire des expirations plus longues que des inspirations pour descendre d'un niveau. Et descendre d'un niveau, c'est encore une métaphore par rapport à les lignes de flottaison qui m'est vue bien après en fait, cette visualisation. Quelqu'un qui est très actif, qui a plusieurs boulots, comment tu as réussi à transitionner? Ça s'est fait rapidement, ça a mis du temps quand même? Tu as accepté la chose ou tu as quand même résisté avec la tentation de repartir dans l'action, le contrôle? Non, j'ai commencé d'abord à dire non. Donc quand j'avais d'autres propositions, en plus de ces 4 boulots, je disais non. Donc j'ai arrêté de faire des podcasts, j'ai arrêté d'organiser des événements. Et puis j'ai été aidé par la vie qui m'a fait arrêter mon activité principale, puisque le lieu où je travaillais fermé. Ensuite j'ai arrêté d'être prof. Après j'ai le local de répétition où je travaillais comme bénévole à fermer aussi, parce que la personne a vendu. Donc petit à petit, je me suis retrouvé avec une seule activité, puis après je me suis consacré entièrement à l'écriture. D'accord. Donc, parce que la pièce que j'ai découverte, c'est un peu le résultat de cette expérience et de l'envie de partager à travers l'écriture. Ouais, c'est une enquête partagée. Au début, le travail d'écriture, il était pour moi. C'est-à-dire que quand je lis un livre, je prends des notes de lecture. C'est une habitude que j'ai. Quand je tombe sur quelque chose, je sais très bien que 15 jours après, moi, je ne vais pas me souvenir d'une phrase parfaitement. Je vais la déformer ou je vais plus m'en souvenir, tout simplement. Donc, je prends des notes de lecture. Comme j'étais chez un psychiatre qui était très cher, mais vraiment très cher, il était très bon, mais très cher. Donc, je prenais des notes aussi pendant les entretiens. Et à chaque fois que j'avais quelque chose qui me paraissait intéressant dans cette démarche, qui commençait du coup à ressembler à une enquête, et j'ai vu qu'en fait, au fur et à mesure que je remplissais des boîtes chaussures de notes et de carnets, je commençais à trouver une cohérence dans la démarche en fait. Et j'ai voulu la rendre concrète, cette démarche. Donc j'ai commencé à écrire cette histoire, à la romancer un petit peu, pour la rendre universelle. Et cette enquête, j'ai voulu la partager, parce que je me suis aperçu que j'en parlais tout le temps, avec plein de gens. Et je me suis dit, pourquoi pas passer par le plateau théâtre. C'est vrai que lorsque l'on vit une expérience personnelle, après on commence à la voir aussi chez les autres, à reconnaître un peu les mécanismes et plus on comprend des choses par rapport à soi, puis il y a ce recul par rapport à ce qu'on a vécu, plus on a envie de dire à l'autre, voilà, je comprends un peu ce que tu vis, où tu en es, pourquoi peut-être tu as accumulé autant de stress. Et c'est très souvent ça qui fait qu'on a envie de le partager. Et donc toi, le médium de l'écriture, c'était quelque chose que tu avais déjà par le passé? Donc oui, tu disais que déjà... J'écrivais les chansons, j'écrivais les textes, j'écrivais la poésie. Donc c'était un peu éloigné. Oui. Mais toujours déjà cette envie de partager ton ressenti. Ouais. D'accord. Donc pourquoi le théâtre? Pour partager cette expérience. C'est, alors quand on parle justement de l'attention, puisque c'est une attention qui est perdue, le théâtre c'est un des derniers endroits où on a de l'attention en direct d'humain à humain. On a l'attention des gens au cinéma, et ils sont face à un procédé reproductible. On a l'attention des gens dans des concerts, mais on est sur des formes courtes et ils ne sont pas des textes en fait. Par rapport à un texte vivant, le théâtre, c'est un des derniers. Ça reprend la palabre ancestrale de 400 000 ans à Terra Amata, au coin du feu, en fait. Où on raconte l'histoire qui nous est arrivée. D'accord. Parce que c'est vraiment, je pense, le cœur du sujet, c'est l'attention. Oui. Cette attention qu'on peut avoir à travers le théâtre, en présentiel. Les personnes peuvent connecter avec ton message, mais aussi cette attention qu'on a tendance à nous arracher, à vouloir la capter à travers tous les médias de plus en plus. Donc c'est ça aussi qui m'a plu dans ton travail, dans ta pièce, c'est que tu illustres bien cela, comment l'évolution de la société moderne, notamment à travers la technologie mobile, les téléphones, est de plus en plus structurée pour capter notre attention, pour plus avoir aucun moment de libre. En fait, les meilleurs neurobiologistes actuels travaillent pour des firmes, pour les GAFAM, en gros. Donc Google, Amazon, Facebook. Et donc on n'est pas de taille à lutter en fait. Parce qu'il y a des batteries de tests qui font que c'est comme pour les gâteaux qui sont plus ou moins sucrés. C'est-à-dire qu'on fait goûter quelque chose qui est très sucré, quelque chose qui n'est pas sucré. Il y a des paliers entre 7 et 10 on va dire. Et là c'est pareil pour l'attention. C'est-à-dire qu'on va capter le maximum de notre attention sans que ça se voit trop. Donc on ne peut pas faire du jaune et du rouge qui clignotent
de manière épileptique, en bougeant dans tous les sens, ça serait trop. Mais par contre, on va rester sur des choses qui vont être suffisamment correctes et divertissantes pour qu'on s'y intéresse et que ça ne soit pas pénible, mais aussi au maximum de la captation de l'attention qui est possible. Et nous, on n'est pas de taille à lutter, parce qu'on n'a pas tous fait des études de résistance attentionnelle. Oui, et c'est vrai que c'est des... souvent en anglais, ils emploient ce terme social trigger, les triggers, les déclencheurs sociaux. C'est-à-dire qu'on a tous des choses biologiquement sur lesquelles on va réagir, que ce soit la curiosité, la réciprocité, tu as plein de choses qui vont t'amener à agir instinctivement. Et c'est vrai que comme tu dis, si on n'en a pas conscience, on tombe complètement dans le panneau, malgré nous. Et une autre chose qu'on voit aussi de plus en plus, c'est l'accès à l'information, comme ils appellent la big data, les grosses données. Donc les gens savent vraiment ce qui va capter l'attention, comment utiliser, comment optimiser cela. Et donc du coup, on est, nous petits, face à notre ordinateur, face à des milliards d'investis dans la recherche, dans le marketing pour capter notre attention. C'est vrai que s'il n'y a pas ce petit pas de recul, on peut complètement plonger. En fait, on a dans notre cerveau une carte des sciences qui est bien utile, parce que quand on avait un ours ou un tigre qui nous fonçait dessus, on voyait arriver de loin. Ou s'il y a quelqu'un qui arrive en hurlant avec un marteau, bizarrement, je vais arrêter de porter toute mon attention à toi ou si j'ai quelqu'un qui descend très très vite un escalier en hurlant, j'ai à le regarder. Donc ça va me détourner. C'est un réflexe de survie en fait. Le problème, c'est que quand ces mécanismes qui sont en gros l'image rouge et jaune qui clignote, pour prendre schématiquement, ou si on regarde la télévision italienne par exemple, eux ils ont des avances sur nous parce qu'ils ont eu Berlusconi pendant des décennies. Oui. Et donc on s'aperçoit qu'on ne peut pas décrocher la télé. Ça clignote dans tous les sens, il y a des strass, il y a des néons, on est comme ça. Oui. Donc, on ne peut pas bouger. Oui, c'est vrai que tu vas dans un café, dans un restaurant, s'il y a un écran qui est allumé, l'attention est automatiquement captée. On peut difficilement lutter contre cette carte des saliences parce qu'elle est inscrite en nous en fait. Donc le but, c'est de pas s'éloigner complètement, mais savoir quels objets captent complètement notre attention et comment les utiliser. Par exemple, je parle des notifications, que je compare à des curlis ou des pistaches. C'est que quand on en a une en vouloir 10, il y a plein de mécanismes de captation de notre attention. C'est que quand on est devant un écran, le but, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible. Oui, parce que plus on reste longtemps, plus on risque de cliquer sur la publicité, plus ça va générer des revenus plus ça sera monétisé. Toute consommation involontaire de publicité est un impôt prélevé sur notre perception. C'est vrai que c'est... Ils le disent, là, ce qui s'est passé récemment avec Facebook, que c'est une société de publicité. Longtemps, ils ont dit que c'était une plateforme pour partager de la connaissance, pour partager des choses personnelles. Mais en réalité, non, nous, on donne du contenu pour qu'ensuite, eux puissent monétiser cela et vendre de la publicité. Google, au début avec Schmidt et Facebook avec Zuckerberg, ils ne voulaient pas forcément abreuver les gens de publicité. Le souci, c'est quand des financiers sont venus et ont demandé des résultats. Et donc, si on veut de la croissance sans limite, ce qui est impossible d'ailleurs dans un circuit fermé comme la Terre, une croissance sans limite, ça n'existe pas, et à partir du moment où les financiers arrivent, ils veulent des résultats. Donc on va au-delà d'une éthique qui est de cibler... Parce qu'à la base, Google, il voulait qu'il y ait le moins de publicité possible, donc qu'elle soit ciblée. Donc il n'y ait pas une publicité de masse avec tout le monde qui voit un panneau Coca-Cola ou Fanta ou autre. Donc il voulait que ça soit ciblé pour qu'il y en ait de moins en moins. Sauf que la dérive, c'est qu'on se retrouve tracé, fliqué, pour que ça soit le plus rentable possible. Oui. Alors, on a vu le problème. Quel serait le début d'une solution pour justement se libérer de cette accaparation de l'attention? Un des débuts de solution, c'est déjà, quand on veut récupérer de l'attention, c'est s'entraîner à porter son attention le plus longtemps et le plus efficacement possible, afin de ne pas être complètement distrait, donc être un peu plus solide face au vent. Et c'est là que les techniques de méditation, là on se rejoint, parce que comme on sait que l'attention fonctionne comme un muscle, du fait de la plasticité de nos réseaux neuronaux. Plus on s'entraîne à fixer son attention, plus on va être solide par rapport à ça. Donc on va moins se laisser distraire. Et puis il y a des habitudes qui sont, quand on est avec des gens, donner la priorité aux personnes plutôt qu'à notre portable. C'est assez agréable d'ailleurs, de ranger son portable
Oui, et d'être avec la personne, Ouais. pas avec la personne qui est au bout du fil. Je pense, je pourrais dire la plupart, mais tous les gens qui sont partis en voyage, que ce soit partir dans la Creuse pendant une semaine ou en Asie du Sud-Est pendant 3 semaines, un mois, qui sont partis sans leur portable, racontent qu'ils ont eu une expérience totalement différente de ceux qui étaient restés connectés entre le ici et maintenant, leur ici et maintenant et l'ailleurs et au-delà. Oui. C'est vrai que c'est le piège, ça donne un semblant de sécurité, de familiarité. Donc on voit ses proches, on voit son réseau Facebook, tout ça, mais ça nous empêche de plonger pleinement dans une expérience nouvelle. Donc c'est une des pistes, donc c'est de pratiquer. Il y a la règle des 21 jours, hein, comme on utilise pour les journaux de gratitude par exemple. Hein. Moi j'utilise pour la respiration, c'est-à-dire plusieurs fois par jour de concentrer sur la respiration. Donc moi j'utilise la cohérence cardiaque, qui est une méthode qui consiste à respirer régulièrement, globalement, hein, c'est 6 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration pendant 5 minutes. C'est un peu similaire à la respiration carrée. Oui, aussi la respiration carrée, ça marche avec plein de types de respiration. Hein. Quand je suis stressé, je fais 5 secondes d'inspire à 7 secondes d'expire. Et ça, je le fais plusieurs fois par jour. Je le fais pendant 21 jours au début, puis c'est devenu une habitude. Et pareil, ça oblige à forcer son attention. Il y a un film qui s'appelle Voyage à la pleine conscience, qui est sur Thich Nhat Hanh, qui passe en ce moment en ciné, et il montre que dans le monastère des pruniers, qui a été créé par Thich Nhat Hanh en 66, si la mémoire est bonne, il y a une cloche qui sonne de temps en temps. Vraiment, c'est tous les quarts d'heure, mais de temps en temps, et un peu plus, et tout le monde s'arrête et revient au présent. Parce qu'en fait, revenir au présent, pareil, c'est un muscle. Quand on est habitué à revenir au présent, on reste dans le présent. On n'a plus pensé. Je peux passer des heures à discuter avec des amis sans tout penser à ce qui s'est passé hier, ce qui se passera demain. Donc l'aiguille du présent, elle oscille plus entre le passé, le futur. Elle est plus instable. Elle est fixe là et elle suit le présent. Oui, c'est vrai que ça crée un ancrage, Ouais. un ancrage dans le moment présent, et ça c'est quelque chose qui se développe et qui se travaille, et après on peut parfaitement partir dans une discussion, dans ses pensées, dans la réflexion, avec toujours ce retour beaucoup plus facile dans ses sens et dans le moment présent. D'accord. Et tu me disais que tu avais envie peut-être de faire un programme comme détoxification. Oui, j'aimerais monter des ateliers de détoxification attentionnelle. C'est pas facile à dire, hein, Oui. détoxification attentionnelle, mais je n'espère pas un jour on pourra le dire très vite. Et DA, tu résumes. oui, c'est vrai. Détoxat. Et oui, détoxate. Ça ressemble un peu à un médicament quand même. C'est vrai. Et, Travailler le titre. et donc pour montrer par des manières simples, que ce soit un réglage de notification, réglage de comment on reçoit ses emails, faire des exercices dans la journée aussi pour revenir à soi, et puis montrer les bienfaits, faire des stages courts en fait. Enfin, l'atelier c'est moins qu'un stage. Pour montrer quelques principes de base, parce que je le développe dans le spectacle, je le développe dans un livre aussi qui s'appelle aussi Les lignes de flottaison, qui n'est pas encore sorti. Et là, j'aimerais vraiment faire de l'exercice pratique en fait. Parce que lire le livre, ça prend quand même quelques heures, enfin beaucoup d'heures. Le spectacle qui dure 1 heure, en fait, il faudrait un entre-deux. C'est vraiment dans le concret. D'accord. De 3 heures par exemple, on peut déjà mettre en place des choses très intéressantes. D'accord, et donc ça sera certainement en présentiel, hein, les gens viendront te voir, tu iras chez les gens pour pouvoir faire cela. D'accord. On a vu fin 2019, début 2020. Okay. Bon, tu me tiendras au courant de tout cela. Et alors si tu devais partager un exercice ou un conseil qu'on peut partager avec les auditeurs pour justement revenir vers soi et moins se laisser accaparer par qu'est-ce qui toi t'a aidé le plus? Pour moi, ça serait un exercice qui fait 3 choses en même temps, qui est soit de s'arrêter, soit de marcher très lentement, vraiment une marche excessivement lente, ce qui permet de ralentir le métabolisme, de ralentir le corps, et le fait de marcher lentement, ça ralentit les pensées aussi, et ensuite de se concentrer sur sa respiration pendant 5 minutes, et faire un exercice justement de cohérence cardiaque. Donc ça rejoint trois pratiques en une en fait. D'accord. Très bien. Merci d'avoir partagé cela. Et c'est vrai que c'est facile, c'est relativement facile à mettre en place. Tous les jours on a l'opportunité de marcher et de respirer. Marcher lentement chez soi ou en se baladant tranquillement
pendant 5 minutes en ralentissant, en respirant et en se concentrant sur sa respiration, je pense que Oui. ça nécessite aucun matériel. Je pense que tous ces exercices, tous ces conseils sont relativement simples à mettre en place, mais c'est là comprendre que c'est utile de le faire, c'est nécessaire de le faire, et je pense que le fait qu'on puisse justement partager cela aujourd'hui et mettre le doigt sur le fait qu'on est complètement accaparé par la technologie moderne, je pense que ça sera bénéfique à entendre et à réentendre, parce qu'on tombe souvent dans le piège, et se remémorer cela régulièrement, c'est important de le faire. La répétition, c'est une des clés de l'apprentissage. On sait très bien qu'on ne devient pas violoncelliste en une après-midi. Personne n'est monté faire un concert en ayant pris une guitare il y a 3 heures, sauf à Londres, les Tanks en 77, qui ont réussi à le faire. Mais, et je pense que pour notre propre bien-être, ça vaut quand même le coup de s'exercer à faire quelques gammes avant que ce soit facile. Très bien. Alors Nicolas, comment les gens peuvent te joindre, s'ils veulent te laisser un petit commentaire? Est-ce que tu as des choses en ligne que tu pourrais partager? J'ai 2 vidéos sur YouTube avec un petit montage d'une dernière représentation et un entretien. C'est Nicolas Delio, D-E-L-I-A-U, mais je pense que tu mettras... D'accord, oui, je mettrai le lien sous la page de cet article. Sinon, le spectacle s'appelle Les lignes de flottaison. J'ai une adresse mail, leslignesdeflottaison@gmail.com. Les lignes de flottaison tout attaché. D'accord, très bien. En tout cas, je partagerai tout cela sur la page de cet article. Grand merci d'être venu jusqu'à Mandelieu. Et là, on se retrouve avec plaisir. On se retrouve dans un café sur le port de La Napoule, Mandelieu La Napoule. Et donc, ouais, au plaisir de voir évoluer tes projets. Et encore une fois, merci d'être venu. Merci de passer. Avec plaisir. Combien de temps que tu habites dans la région? Ça fait 40 et quelques années. 40 et quelques années qu'il habite dans le sud de la France, et c'est la première fois qu'il vient à Mandelieu. Comment c'est possible ça? Les hasards du calendrier et des voyages dans l'espace-temps.